Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Comme chaque samedi, donc rétro-info de l'information. Mais comme il y a tellement de sujets cette semaine, nous avons dû un peu dans l'arbitraire décider de sujets et pas d'autres, malheureusement. Et puis notre plateau aujourd'hui est très riche. Nous avons le plaisir de recevoir Amira Bouraoui qui est avec nous. Merci Amira d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Et donc, Azdine Zahlani, je rappelle qu'Amira Bouraoui, figure de proue du mouvement Barakat, opposante connue, très active sur les réseaux sociaux, en gros, mais il n'y a pas que ça. Hein, oui. Voilà. Azdine Zahlani, juriste et homme politique algérien. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Vous allez finir par devenir un pilier de... dans le gauche courant, on dit un pilier de bar. Mais là, vous allez devenir un pilier de... C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et Samir Chicha, qu'on ne peut pas présenter, qu'on ne peut plus présenter, blogueur très connu, activiste très connu, membre du FCN, membre fondateur du FCN, Marhaba Bik. Nous aurons alors, depuis Alger, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, et vers la fin, pour parler de l'affaire Messili, Rabbi Rahmou, nous aurons Ali Aïdjoudi qui interviendra de façon très brève. Alors, nous allons commencer donc le premier sujet, la Syrie, l'attaque chimique et l'attaque américaine contre une base syrienne. TSA, une attaque chimique fait 58 morts en Syrie. Par Zahra Rahmouni. Alors, qui se lance? Qui se lance? Tout le monde regarde Amira Bouraoui par galanterie. Honneur aux dames. Concernant la Syrie, en fait, et pas que la Syrie, mais beaucoup de pays, ce qui est triste dans ces pays-là, c'est qu'un dictateur fragilise tellement la République, ou ce qui devrait être une République, jusqu'à la démolir et donner le flanc à ce qu'elle puisse un jour être comme ça attaquée par des forces étrangères, par un Trump qui se réveille un beau matin et qui décide, sans consulter personne, de riposter à des frappes chimiques. Faites par qui? Par Bachar? Par qui? On ne sait pas en fait. Les Américains affirment avoir repéré l'endroit d'où sont partis. J'aimerais bien les croire, mais les Américains ont aussi affirmé auparavant que Saddam possédait des armes de destruction massive que je n'ai jamais vues. Absolument. Vous voyez, donc à la longue, on a appris à ne plus croire. Et je serais vraiment mal placée de soutenir un Bachar el-Assad, alors que moi-même j'ai toujours condamné les dictatures, à commencer par la nôtre. Donc moi je ne soutiens pas du tout, c'est-à-dire je n'aime pas cette bipolarité-là où on vous pousse à chaque fois à choisir ou le camp de Trump ou le camp de Bachar el-Assad. Mon camp à moi, c'est celui toujours du peuple. Un peuple qu'on voit mourir, des enfants qu'on voit victimes, etc. Et ça, par contre, c'est une tragédie planétaire, c'est une tragédie humaine. Et les voir comme ça se faire la guerre nous fait mal à nous, citoyens, humains. Et on ne peut que condamner les deux côtés de s'amuser ainsi avec de la chair humaine. Ça fait très, très mal. Azdine Zahlani. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose, revenir un petit peu à l'histoire. Curieusement, les États qui sont actuellement en train d'être détruits, pratiquement, c'est ceux qui faisaient partie de ce qu'on appelait à l'époque le front de refus contre les accords de Camp David. Oui, il y avait à l'époque, rappelez-vous, l'Algérie, la Syrie, l'Irak, le Yémen du Sud et la Libye, plus l'OLP. Ces 5 États... et vous pensez que ce n'est pas un hasard? Je pense que ce n'est pas du tout un hasard, a priori. Ce qui est curieux aussi, ce qu'on pourrait rajouter, au fait que c'est donc 4 États qui sont déjà
pratiquement détruit le Yémen du Sud, l'Irak, la Syrie, et qui ont fait partie du front de refus, et qui étaient aussi contre certaines monarchies, et un certain nombre d'arrangements avec l'État Vous pouvez d'Israël. citer les monarchies. Non, mais on ne peut pas savoir à l'époque, parce qu'il y a des monarchies, des Émirats, etc. Et tout, mais à l'époque, la position n'était pas la même. Donc, ils se sont constitués à travers la Ligue arabe en 5 États qui ont cru vouloir, mais qui avaient un régime socialiste, dictatorial et autres, etc. Moi, je serais tenté de vous dire qu'en Syrie, à la limite, il y a eu un soulèvement populaire contre une atroce dictature qui s'exerçait sur le peuple syrien de père en fils. Oui, mais ce qu'on constate, c'est que, comme par exemple pour Kadhafi ou pour l'Irak, pour Saddam, à travers des chefs d'État qui sont utilisés et qui ont été soutenus pendant très longtemps, pour ce qui est le cas de Saddam, pour ce qui est le cas de Assad, etc. Et tout cela. Rappelez-vous, le père de Bachar a participé à la guerre du Golfe, à l'époque, entre autres, Kadhafi, etc. Donc, à travers les chefs d'État, on détruit des pays, des États et des peuples. Ouais. Curieusement, ils sont toujours maintenus jusqu'à la destruction totale de leur peuple et de leurs États. Donc, je me pose la question si ce n'est pas ces chefs d'État honnis par leur peuple et qui ont été maintenus au gré des vents pendant des années et des décennies, jusqu'à devenir, parfois pour certains, tentés par des successions monarchiques, ce qui est le comble pour des républiques, et qui se disaient républiques, parfois même laïques. Donc on a la Syrie qui est passée directement vers donc, une sorte d'héritage dynastique, l'Irak qui était prêt, la Libye aussi, et tout cela. Donc c'est ces républiques-là, ces chefs d'État-là ont servi et servent à la destruction des peuples et des États. Samir ? Moi, j'allais dire le drame syrien, en fait, parce que c'est un gros drame, un peu comme celui que les Algériens ont vécu dans les années 90. Les Syriens sont en train de subir un truc horrible, poussé à son maximum. Je pense que c'est tellement grave qu'ils ne se relèveront pas de sitôt. Ça va être très difficile à reconstruire tout ça, quand le sang est passé par là, quand la mort, la torture. Certains parlent d'1 million de morts. Oui, de déplacés, etc. De 5 millions de déplacés. Le drame est extraordinaire. D'un pays complètement rasé. On pense au peuple syrien, un peu comme ça a été dit, qui souffre. On ne peut que être solidaire des gens d'en bas qui subissent tout ça, en fait, parce que souvent, ceux qui ont les moyens, ils quittent les endroits de guerre, en fait. Ce sont les pauvres qui restent. Par ailleurs... les plus pauvres, du moins. Les plus pauvres, oui. Par ailleurs, moi, j'ai envie de dire, voilà de quoi sont capables nos dirigeants. Les dirigeants dans cette région, ils sont capables de mettre le feu à leur pays pour rester au pouvoir, pour garder les nérons. C'est incroyable. Et à propos justement de nos dirigeants, qu'est-ce que vous pensez de l'absence de réaction et aux attaques chimiques et aux frappes américaines? Les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens. Je pense que il n'y a pas d'absence de réaction, à mon avis, si je peux me permettre. Non, il y a une réaction, il y a un soutien total au régime. Je veux dire une réaction officielle. Officielle, etc. Oui, effectivement. Mais on a eu quand même des déclarations plus ou moins officielles, plus ou moins attribuées au gouvernement et à la position du régime. Il y a un soutien total au régime de Bachar el-Assad. C'est elle qui s'est déplacée. Ils ne se sont pas gênés pour le dire plusieurs fois. Oui, ils l'ont dit. En fait, il y a une solidarité entre dictatures, comme dirait un chercheur connu. C'est l'association des dictateurs de la région. Ils se soutiennent entre eux. Et quand l'un d'entre eux il a un problème, l'autre va le soutenir jusqu'à la fin. Et puis voilà, un peu comme font aussi les Occidentaux qui soutiennent les dictatures jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Ils n'hésitent pas après à les abattre une balle dans la tête. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de prendre conscience que c'est justement ces dictatures-là qui durent et qui font en sorte que ces hommes-là qu'on a soutenus à un moment, on décide un jour de s'en débarrasser. Ça s'appelle la géopolitique contemporaine. On est en train d'assister à un non-sens incroyable sous le regard de tous. Et puis pour réagir, bon déjà pour réagir, il faut avoir quelqu'un qui puisse avoir la capacité de réagir. Le monsieur, il ne réagit pas depuis, si on parle du président. Mais ils ont l'habitude de réagir longtemps. Pour lui, de lui attribuer la réaction. Oui, des lettres, etc. Ouais. Mais il faut aussi avoir les moyens de sa politique. On ne les a pas.
On ne les a pas. C'est-à-dire que pour réagir et taper sur la table, etc., il faut d'abord montrer le visage de la démocratie, etc. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est-à-dire, souvent, on utilise aussi l'opposition, c'est-à-dire tout ce qui est puissance étrangère, utilise l'opposition de ces pays-là au moment où ils veulent se débarrasser d'une dictature, parce qu'ils ont envie de redessiner la carte, parce qu'on a envie de diviser un pays en deux, c'est-à-dire ils l'utilisent pour... Et c'est ça, en fait, le piège dans lequel ne devraient pas tomber les opposants algériens. C'est-à-dire que c'est à nous, en tant qu'opposants algériens, utilisés par personne, sans ingérence étrangère, de régler nos problèmes, d'expliquer, mais on a du mal à faire arriver le message que ces dictatures qui durent finissent toujours mal. Et eux nous disaient à chaque fois, attention, ne vous opposez pas, on va finir comme la série. Finalement, nous, on a été sages parce qu'on s'est toujours opposé pacifiquement. On leur dit aujourd'hui à ce pouvoir, attention, oui, on va finir comme la série, mais à cause de vous. Un dernier mot avant de changer de sujet. Faut-il en rajouter de tout ce qui a été dit? Je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter, sauf à mettre l'accent sur le silence officiel de l'Algérie sur cette question-là, comme sur plein d'autres. On a l'impression qu'ils sont rentrés dans leur trou. Oui, mais quand on se rappelle, il y a 15-20 ans, où le sujet fondamental était remettre l'Algérie sur la scène internationale, là, c'est le contraire qui est entre l'Algérie. Elle est complètement disparue sur la scène internationale. Ils sont tout petits. Hein. Oui. Alors, le deuxième sujet. Chouf. L'ex-fils appelle au boycott et à la création d'un gouvernement de salut public par la rédaction. Et là, nous allons avoir avec nous Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamel. Merci. Alors, Badreddine Guerfa, salam wa rahmatullah. Donc, nous allons commencer par cette histoire de communiqué du fils. Un long, très très long communiqué, mais qui contient, à mon avis, des points très très intéressants. Nous allons en parler dans le détail, mais sinon... parlez-nous un peu de ce qui a motivé ce communiqué et de cette, de cette réapparition du fils dont on n'entendait plus parler depuis certains moments. Salam alaikum. Premièrement, je voudrais dire que le fils a toujours été présent dans les moments cruciaux, comme ce moment-là où l'Algérie vraiment est dans la dérive. Ce communiqué, bien entendu, est venu au moment opportun. Nous voyons que la classe politique algérienne, si on ose l'appeler classe politique, elle est dans les rangs, dans le mangeoire. Heureusement qu'il y a ce communiqué, mais malheureusement, le communiqué, personne n'en parle, ni les médias, ni les partis politiques, ni les personnalités politiques, ni rien du tout. On a l'impression que depuis 92, il y a un accord tacite, au moins, un accord tacite entre toutes les forces politiques et sociales d'Algérie pour faire oublier le fils. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Je fais un tour de table et je reviens à vous en signalant au passage qu'en effet, il y a un véritable blackout sur ce communiqué du fils. Aucun journal, à part Chouf Chouf, n'en a parlé. Je commence par Azdine Zalani. Oui, alors quoi dire, première chose, c'est un très long communiqué. Je ne sais pas de l'avis des journalistes si c'est les longues plaidoiries de ce genre sont médiatiquement et politiquement, ce qu'il faut dans ces cas-là. Je pense qu'il faut peut-être parfois réduire pour cibler les problématiques. Le communiqué est trop long et donc c'est peut-être que le public peut se perdre un petit peu dans tout ça, comme première critique qu'on pourrait donner sur la forme. Par contre, sur le fond, mais ce qui est plus important, bien entendu, moi j'ai relevé pas mal de choses intéressantes. On ne peut pas tous, peut-être on aura l'occasion de les aborder. Je relève comme premier point qui a été soulevé par ce communiqué, et qui je ne dis pas qui rejoint, mais qui va dans le même sens que l'appel que j'ai lancé il y a de cela une quinzaine de jours concernant le Conseil constitutionnel, concernant le fait que c'est-à-dire que vous avez demandé à ce que le Conseil constitutionnel se saisisse de l'affaire d'état de santé du président
et de sa capacité à pouvoir gérer. Aucune personne, et c'est ce qu'ils ont dit aucun groupe, quel qu'il soit, ministre, non, opposant, groupe de personnes, etc., comme il est suggéré aussi dans ce communiqué, n'a la capacité légale de déclarer, même le président de la République lui-même ne peut pas déclarer sa propre vacance, son état de santé. Et la Constitution est très très claire là-dessus. Le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit auparavant, se réunit et déclare la vacance ou pas, avec bien entendu des médecins agréés. Sur ce point, si vous me permettez, puisque la question a été soulevée par moi-même il y a une quinzaine de jours, avec un appel à M. Meddelsi pour qu'il prenne ses responsabilités constitutionnelles. Je voudrais... Vous l'avez même menacé de révéler certaines choses sur lui s'il n'obtempère pas, en quelque sorte. Ce n'est pas une menace, c'est une interpellation. Par contre, les menaces, c'est moi qui les ai reçues. C'est moi qui ai reçu des menaces. À la suite de votre interpellation, ma déclaration en disant c'est le président du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel qui doivent, et personne d'autre, qui ont la charge de dire que le président est apte ou pas apte. Je n'ai rien dit d'autre. Je reçois quelques interpellations en me disant, mais tu sais, qui sont parfois un peu rigolotes, tu sais très bien que le président est malade, pourquoi tu en parles? Tu sais très bien que le président est très mal, et pourquoi tu mets le couteau dans la plaie. Et par contre, d'autres menaces beaucoup plus précises. Mais moi, je ne cède pas aux menaces. Je n'ai jamais de ma vie cédé aux menaces, donc si le message passe. Mais ce n'est pas le plus important. Je voudrais rajouter un ou deux points sur cette question de M. Meddelsi, ou sur cette question du Conseil constitutionnel qui est soulevée. Donc, dans le communiqué, on ne sort pas du sujet. La première, je reviens il y a quelques années en arrière, où ce même Conseil constitutionnel a reçu un certificat médical concernant le bon état de santé, il y a 3 ans, donc quelque chose comme ça, il pouvait se présenter. Du président de la République et qui lui permet de présenter. Je demande à ce que le Conseil constitutionnel nous dise qui a signé. Quel est le médecin qui a signé? Quel est le médecin qui a signé ceci, parce que 3 ans après, l'état du président s'est avéré enfin, incompatible avec l'exercice. Continue à être assez grave, et le président n'exerce pratiquement pas. Mais sur le boycott auquel appelle ce communiqué, le boycott des élections. J'y arriverai. Si vous permettez, juste sur la question, dernier point. Mais il faut qu'on fasse la question du secret médical. On dit que le président est malade. Est-ce que la maladie du président de la République fait-elle partie du secret médical? C'est-à-dire que moi, je tombe malade, vous-même, etc. Je présume que non. Nos médecins sont tenus par le secret médical et ils n'ont pas à le divulguer. Est-ce que le secret médical s'applique quand il s'agit du chef de l'État? Très bien, la question est posée. Je pose la question, on aura l'occasion d'en parler. Amira Boraoui. Alors, on est en train de faire un tour de micro. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué émis par le FIS? Moi, je sais que vous êtes opposé à tout ce qui est un peu l'usage de la religion dans le domaine politique, donc je vous facilite un peu la chose. Oui, je suis fidèle à moi-même. Pour moi, l'instrumentalisation de la religion en politique finit très mal, et on l'a vu, on le voit autour de nous, dans tous les pays où c'est instrumentalisé, ou parfois ce sont les dictatures elles-mêmes qui instrumentalisent cela, et c'est toujours un peuple qui se trouve pris en sandwich entre, d'une part, ceux qui instrumentalisent la religion, et d'autre part, ceux qui sont à la tête de la dictature. Mais en l'occurrence, ce communiqué est très politique. Il ne fait aucune référence à la religion. Non, mais il est, lui, peut-être pas politique, mais en fait, pour moi, le FIS est du passé. C'est un parti qui a été dissous. Nous, on attend de dissoudre ceux qui l'ont dissous. Vous voyez, déjà, on a transcendé les choses. Nous, on attend de dissoudre le FLN. Donc, on est déjà nous ne reconnaissons pas cette dissolution qui était légitime. Nous avons eu un passé très, très douloureux. En premier lieu, j'ai toujours accusé clairement le régime qui a joué aux apprentis sorciers avec l'avenir d'un peuple.
parce que après l'indépendance, on avait tout pour nous. On avait tout pour réussir et pour bâtir une république réellement démocratique. Et à cause de ces apprentis sorciers qui se sont amusés avec l'avenir d'un peuple, on l'a payé très très cher. Je l'ai payé, c'est-à-dire, j'ai des souvenirs atroces hein, de mon enfance, de mon adolescence, etc. Et nous avons baigné dans tout ça. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a envie de voir devant et on a envie d'avancer. Les gens du fils, Amira, on discute à bâton rompu. Il n'y a pas de souci. Les gens du fils peuvent vous dire, Badr Ngerfa est là pour en parler, que eux aussi sont des victimes, que eux surtout sont des victimes de cette dissolution, de l'interruption du processus électoral, qu'eux s'étaient engagés dans un processus politique et qu'ils sont les victimes. Pourquoi cette double peine, non seulement de les dissoudre, de leur faire ce qu'on leur a fait subir, et ensuite que la société civile vienne dire non, non, on ne veut plus d'eux, ils font partie du passé. On a besoin d'avancer. Non, c'est-à-dire que je peux comprendre une position, mais pas tant que ça en fait. Parce que quand on veut la démocratie et quand on veut y jouer, elle a ses règles. Elle a ses règles. Et là, c'est le contenu idéologique qui pose problème et qui n'est pas soluble dans de la démocratie. Le fait que le fils se dise islamique, c'est ça. Le contenu, oui. Le contenu. Et là, ça pose problème. Et moi, en tant que femme, je ne peux pas accepter qu'on ne reconnaisse pas la moitié d'un peuple ou qu'on couse une sorte de démocratie sur mesure. Ça, c'est pas possible. La démocratie, elle est claire, elle a une définition universelle et il n'y a pas de démocratie sur mesure. Samir, et après on ira vers Badr Ngerfa. Sur le communiqué ou sur les islamistes? Libre à vous de répondre ce que... Vite fait comme ça, sur le communiqué. Très bien, moi je dis, si je peux me permettre, je ne pense pas que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. En fait, moi je suis content de voir que les gens du FIS sont encore là. Ce n'est pas parce que je suis du FIS ou je suis islamiste, je ne suis pas du tout islamiste. Par contre, on ne peut pas nier l'existence d'une partie de la population du point de vue politique. Du coup, les islamistes, ils existent, qu'on partage ou pas leur idéologie, leur vision des choses, du monde, de la politique, du pouvoir, et j'en passe, c'est des meilleurs. Le truc, c'est que, la chose qui est très importante, c'est qu'ils existent. Donc, on doit reconnaître toutes les, j'allais dire, les représentations politiques de la société. On est obligé de faire avec, et je pense que c'est fondamentalement ça le sens de la démocratie. Ensuite, j'ai envie de passer, d'aller un petit peu plus loin. Djamaldine, tu disais tout à l'heure que moi je fais partie du FCN. En fait, entre-temps, les événements de ce qu'on a appelé la révolution arabe sont passés par là et tout. On s'est transformé, mais c'est la pure forme, on s'est transformé en CCD. Mais au CCD, qu'est-ce qu'on défend? Le Congrès du changement démocratique. On défend l'idée du compromis entre tous les Algériens, entre toutes les composantes de la société politique algérienne, pour mettre en place d'abord un processus qui va nous emmener vers un état de droit, qui va installer une démocratie, qui va installer un système politique qui soit légitime, qui soit représentatif de la population, etc. Faire comme ont fait un peu les pays de l'Ouest qui ont quand même dépassé le stade des guerres, des affrontements internes, etc., en faisant un compromis où tout le monde est représenté. Voilà. Moi, je retrouve un petit peu ce genre de démarche dans le communiqué qui a été diffusé par le Front islamique du salut. Et du coup, moi, j'encourage ça, en fait. Ceci dit, j'ai envie de dire par ailleurs aussi qu'il y a une remarque à faire à propos de la scène politique algérienne qui pose, à mon avis, problème, parce qu'on voit que c'est un peu la démarche du FIS Canal Historique, j'allais dire, la direction actuelle qu'on connaît du FIS. Et c'est le cas aussi des autres partis. Les gens ont une démarche très partisane, en fait. Le FIS, j'allais dire, avec tout le respect que je dois aux gens du FIS, ils défendent leur parti politique, ils veulent qu'il revienne sur la scène politique, etc. J'ai vu que les autres partis font pareil, y compris le FFS qui essaie de sauver ce qui a sauvé dans une démarche un petit peu que nous, on ne partage pas. C'est-à-dire, ils veulent participer aux élections avec un seul argument qu'ils présentent, en fait, c'est de garder les structures du parti. Ils veulent garder le contact avec les militants, avec la société.
en fait, on se rend compte que la scène politique algérienne, elle est perverse, en fait. C'est-à-dire, il y a un problème. Les gens, ils veulent sauver leur parti. Ils ne sont pas dans une démarche où on doit sauver le pays parce qu'il y a une vraie crise au fond de légitimité d'institutions, etc. Nous, on a affaire à une classe politique où les gens courent pour sauver leur structure partisane. Excuse-moi, c'est juste que... Parce qu'il n'y a pas de base. Et pourquoi il n'y a pas de base? Parce que l'Algérien s'est dépolitisé. Et pourquoi il s'est dépolitisé? Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut affirmer ça. Je ne sais pas, on ne connaît pas ces données. Non, si. Le fait que... C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'appeler les Algériens au boycott. De toute manière, ils vont boycotter. C'est un fait. Ils le font depuis si longtemps. Pourquoi? Parce que la dernière fois où on leur a dit « allez-y, ça va être la démocratie », ça s'est terminé avec 10 ans de sang. Et il y a des... À mon avis, ils boycottent parce qu'ils ne font pas confiance au système en place qui organise tout ça. Non, parce qu'il y a une mémoire. Mais chacun son avis sur non, il y a une mémoire. Il y a une mémoire. Et nous allons demander l'avis, si vous permettez, de Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, donc voilà, nos invités sont exprimés d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que les gens aimeraient que vous les rassuriez d'abord. Et puis que vous nous disiez aussi cette histoire de dissolution du FIS. En fait, beaucoup d'Algériens, comme Amira Bouraoui, considèrent que vous n'existez plus légalement, donc que vous n'existez plus. Voilà. Avec tous mes respects à Mme Bouraoui et à vos invités, la question qu'il faut poser, est-ce que ce pouvoir est légitime ou non? S'il est légitime, donc, laissons-le continuer son œuvre dévastatrice. S'il est illégitime, et je pense qu'il est illégitime, et tous vos invités disent qu'il est illégitime, en 92, il y a bien eu un coup d'État, il y a bien eu la souveraineté populaire qui a été bafouée. Donc le fils a été dissous par un pouvoir illégitime, dictatorial. Donc, soyons logiques avec nous-mêmes. Maintenant que le fils a un projet donné, que les autres projets. Bon, c'est ça la démocratie. La pièce angulaire de la démocratie. Badreddine Guerfa, je me permets de vous interrompre. Amira Bouraoui vient de vous dire, c'est vrai, ce régime qui vous a dissous, c'est le même qui vous a donné l'agrément. Et là, vous l'avez accepté en tant que pouvoir légitime. Oui, nous l'avons accepté après les événements d'octobre. Il y avait un sursaut de la jeunesse algérienne, et donc il y avait des horizons qui sont ouverts pour le vrai changement. C'est pour ça qu'on est entré dans ce cursus démocratique. Le FIS a démontré dans les APC, vous pouvez demander à tous les élus qui étaient à l'époque, du FNL ou du FCD, etc., il y avait un travail collectif entre tous les élus, soit qu'ils étaient majoritaires ou minoritaires. Arrêtons de parler de ces choses disconnues, excusez-moi du terme, mais parlons de maintenant et de l'avenir. Est-ce que les gens sont prêts à travailler ensemble pour sauver l'Algérie, pour sauver la jeunesse algérienne, où ils persistent et signent leur méthode de sape idéologique? La femme, je dis à Mme Bouraoui, parce qu'elle a lu le programme électoral du FIS en 91. Elle répondra quand elle le voudra. Nous n'avons pas un programme comme on dit, chacun est un jihadiste ou là. Non, il y a des lois, il y a un projet en économie, truc social, en effet l'éducation, etc. On peut être pour ou contre. C'est ça la démocratie. Maintenant, ça confirme ce que j'ai dit au début de l'émission. Il y a comme un accord tacite entre toutes ces composantes pour que le FIS n'existe pas. Mais malheureusement pour eux, le FIS, il a une assise populaire réelle. Si maintenant on doit attendre que l'Algérie explose, c'est leur problème. Nous, au FIS, on a toujours donné des solutions, soit en 92, juste après le coup d'État avec Mali et Hachani et Hussein Abdelhamam, en 95 avec le contrat national, avec un Moubodara d'Abbassi Medani, on a toujours le FIS évolue avec le temps. Nous demandons maintenant... Mais maintenant, Badreddine Guerfa, je me permets de vous interrompre. Maintenant, quels sont vos projets? Quelle est la situation? Quelle est, j'allais dire, la situation à l'intérieur de ce FIS? Grande question aussi, est-ce que vous disposez toujours de cette même base militante dont vous disposiez dans les années 80?
dont la plupart aujourd'hui, des jeunes de cette époque sont à la retraite quasiment, avec beaucoup de jeunes de la société algérienne qui ne connaissent rien de ces événements ni de cette période. Comment vous envisagez tout ça? Écoutez, c'est Jamal, moi je suis sur le terrain, croyez-moi, il y a beaucoup de jeunes à l'université ou alors j'ai des contacts avec des jeunes qui ont dans le cœur ce projet du fils. Maintenant, si on parle d'organisation, il faut d'abord qu'il y ait une liberté. Pour qu'il y ait une liberté, soit c'est l'explosion ou là une entente entre les forces politiques. Malheureusement, les forces légales sont dans le mangeoire et je demande à ces gens, à ces politiciens individuels ou là, ces personnages politiques de s'unir avec le fils, quelle que soit leur idéologie, qu'est-ce que leur projet. Le problème maintenant, c'est pas un problème idéologique. Le problème pour nous, l'Algérie doit exister ou ne doit pas exister. Si elle doit exister, on doit travailler ensemble. C'est pour ça qu'on parle d'une période transitoire, on parle du justice transitionnel, on parle d'une assemblée constituante. Tout ça, il faut travailler ensemble pour préparer les Algériens. Restez avec nous, Badreddine Guerva. Je fais un tour de table et je reviens vers vous, Ezzedine Zalani. Oui, moi je voudrais revenir encore une fois au communiqué parce que j'ai l'impression que en fait, c'est le sujet de la... Oui. C'est-à-dire le communiqué dans le boycott. J'ai ici on s'entende bien. La version arabe originale du communiqué. J'ai essayé de traduire un petit peu une phrase qui me paraît importante à relever. Ce communiqué parle de M. Abbassi Madani, parce que c'est signé par lui-même, au nom d'une structure qui a été dissoute. Il parle de clan mafieux caché qui a pu prendre possession du pays et gouverner en lieu et place du président de l'État ou président de la République, en s'accaparant de l'ensemble de ses attributions constitutionnelles. Ce que je peux reprocher à ce communiqué, c'est qu'ils ne nous disent pas qui est ce clan. Il parle de clan mafieux. occulte, mafieux. Qui est-il? C'est un long communiqué qui rentre même parfois dans des détails assez... secondaires. Pardon? Assez secondaires. Assez secondaires. Mais quand il aborde une question aussi importante, en parlant de clan mafieux, Aïsaba, Khafia, caché... Peut-être parce que cette Aïsaba Khafia n'est pas très connue. On n'en connaît que quelques visages, que quelques noms. Mais on ne sait pas vraiment qui la constitue. Alors, si elle est Khafia pour lui, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, officiellement, y compris pour lui. Mais s'il en connaît un certain nombre de personnes ou de personnalités, qu'il les cite. Puisqu'il fait œuvre ici d'une certaine transparence en appelant à cela. Donc, c'est le premier point à soulever concernant cette question. Ce qu'il y a à en tirer, c'est que la nature du régime algérien est un régime non seulement présidentiel, mais comme disent les constitutionnalistes, un régime présidentialiste. C'est-à-dire que le président de la République est la clé de voûte de l'ensemble des institutions de l'État. Et actuellement, le chef de l'État, le président de la République, est notoirement absent et notoirement, me semble-t-il, incapable d'exercer l'ensemble de ses activités constitutionnelles qu'il ne peut pas déléguer. Il y a certes des personnalités officielles, un secrétaire général à la présidence, un chef de cabinet qui exercent leur mission, mais il y a effectivement, me semble-t-il, des personnes ou des personnalités s'attribuant une proximité familiale du président et qui s'arrogent le droit de gérer en coulisses. Vous parlez de Saïd Bouteflika, vous le citez. Oui, je cite. Et de Nasser. Je pense à lui, à M. Saïd Bouteflika, qui, de conseiller à la présidence chargé du service de l'informatique, devient de la vie de notoire, n'est-ce pas? Parce que la notoriété est une preuve. On n'a pas besoin de preuves quand c'est notoire. De notoriété publique, M. Saïd Bouteflika gère à son corps défendant l'ensemble, beaucoup de choses, énormément, qui font partie des prérogatives
spécifique. Donc, vous, pour ce qui concerne Constitutionnel ce du chef de communiqué, l'État. vous avez relevé le fait que ce communiqué, donc qui montre du doigt cette situation, omet néanmoins de citer les voilà. les principales personnalités qui sont concernées, Et tout à fait. qui ont pris le Alors je me permets de les citer, par exemple. Oui, donc, citez-les, nous. Vous en avez Saïd cité un, Saïd Bouteflika, Bouteflika, Nasser, qui est conseiller Ouais. chargé de l'informatique, Oui, joue de manière notoire, je dis bien, oui. parce qu'elle n'est pas officielle, elle n'est pas légale, d'une manière notoire, un rôle prépondérant dans la politique intérieure et extérieure et à tous les niveaux du pays. On dit même que c'est lui qui signe les décrets présidentiels. Amira Bouraoui. Oui, Pour répondre à Badreddine Guerfa, j'ai relevé par exemple, dans tout ce qu'il a dit, des choses très intéressantes, qu'il appelle l'ensemble des forces en présence à travailler ensemble, donc y compris avec le fils. Travailler ensemble avec tous les Algériens, oui. Oui. Mais enfin, me concernant, aujourd'hui, peut-être que, je ne sais pas s'il vit en Algérie. Oui. Monsieur, il vit en Algérie. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, chez la jeunesse, dire le mot fils, ça rappelle une période très très douloureuse de notre pays, pour laquelle le régime est à 100% responsable. Parce que lui, il critique son côté illégitime de l'avoir dissous, mais c'est le même régime illégitime qui lui a donné l'agrément. D'accord? Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est le régime qui nous l'a bien préparé par son incompétence, par tout ce que vivent les autres pays. C'est-à-dire les autres pays qui sont à majorité musulmane. Oui. Et puis on n'a jamais eu de problème avec notre Est-ce que religion. c'était une erreur de lui avoir donné l'agrément pour exercer, selon vous? C'était une erreur, oui, me semble. Pourquoi? Parce qu'il il dit franc islamiste franc Non, 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 islamique. non, 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 c'est pas par rapport. C'est-à-dire, moi, ma position, je suis pour un État séculier. Je suis une républicaine et pour moi, mélanger religion et politique, ça finit très très mal. Mais attendez, on l'a attendez, vécu Amira dans Bouraoui. Moi, je vais notre vous poser pays. une question centrale Oui. que tout le monde se pose. Problème. La Constitution. Non, 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 c'est la en amont. Pour moi, les problèmes étaient Amira, en après, une petite question. La Constitution du pays, vous savez qu'elle est dégressive. Le juriste nous le confirmera. C'est-à-dire l'article 1er, c'est le plus important, suivi de l'article qui est un peu moins important. Et l'article 1er dit la République algérienne est une République démocratique populaire. Oui. Et l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire Oui. le deuxième article le plus important de la D'accord. Constitution, Oui. il dit l'islam est la religion de l'État. Exact, oui. Donc, comment pourriez-vous dire que cet Et il se agrément est contredit, illégitime? et il se contredit par la suite. Oui. Il se contredit par la suite, où il autorise la liberté de culte et de conscience, etc. Donc en fait, l'islam est religion d'État. Oui. Notre peuple a toujours été, enfin depuis longtemps, à majorité musulmane, même quand il était occupé par un colonisateur qui était d'une autre religion. Mais il a toujours vécu sa religion et pendant 130 ans, elle n'a pas disparu. Oui. Je pense que c'était une manière, rajouter cet article-là, de gagner la sympathie à un moment de certains clans, etc. Parce qu'un État, l'islam, religion de l'État, un État, c'est-à-dire c'est un non-sens. La religion, c'est pour l'humain, entre lui et Dieu. Ce n'est pas la religion d'un État. Ça ne veut c'est un non-sens. Je suis contre cet article-là. Ça veut dire, selon vous, il faut mettre en place un nouveau système, un nouveau dispositif Je pense constitutionnel, que oui, légal, oui, la qui discussion. puisse Oui, oui, et puis instaurer une sorte de laïcité dans le sens... je n'aime pas trop le mot laïcité. Un État séculier. Un État séculier où les affaires de l'État sont séparées voilà, de et la qui mosquée. laissera le côté... C'est-à-dire que même la religion, on la vit aujourd'hui de manière différente. C'est-à-dire, elle a tellement été malmenée, instrumentalisée. On la retrouve dans les guerres, on la retrouve dans la bigoterie, on la retrouve... nifaq dini, fil mujtama'at nta'na. C'est-à-dire, c'est aller très très loin. Parce qu'on l'utilise. La religion doit être vécue. C'est une spiritualité. Elle ne doit pas être utilisée. Elle se salit. Samir, et puis nous revenons vers Badreddine Guerfa. Moi, je pense que ce qui a posé problème dans les années 90, c'est qu'on a donné à une dictature, on a cru qu'une dictature allait organiser sa propre dissolution. Elle nous a menés direct dans le mur.
c'est ce qui pose problème, c'est le fait qu'il y ait un coup d'État, c'est le fait que la dictature n'a pas l'intention de changer. Il faut être très naïf de croire qu'il y a une dictature qui va faire ça. Ensuite, moi, j'ai envie de revenir quand même sur quelque chose en rebondissant un petit peu sur ce que disait Badreddine. C'est que je pense que c'est le moment de construire quelque chose entre les Algériens, tous les Algériens sans exclusion, et de faire quelque chose en dehors des structures de la dictature. Il faut être très vigilant. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait en Tunisie. On l'a vu aussi dans d'autres pays comme l'Égypte par exemple. C'est-à-dire qu'il fallait absolument sortir de la dictature. Il faut sortir de la dictature, c'est ça. Maintenant, si on doit organiser des choses, si on doit, je ne sais pas, un peu dans le communiqué, on appelle à des élections et tout, c'est un tout, hein, parce qu'on ne peut pas faire d'élections. Quelles élections pourraient organiser le régime et qui seront honnêtes et qui permettront aux Algériens de s'exprimer? Ça n'existe pas, c'est de l'utopie ou c'est de la politique, mais qui ne veut rien dire, on fait ça, dire on remplit du vide, pardon. Et du coup, nous, on appelle les Algériens, tous les Algériens, quel que soit leur bord politique, à faire quelque chose, un compromis politique, mettre en place des règles qui vont nous emmener à la sortie de la dictature. Et il y a des règles pour ça, il y a même des choses sine qua non. La première des choses à faire, c'est de faire le qati'a, c'est de faire la rupture avec le régime. Justement, est-ce qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, cette adhésion quasi massive de la population au boycott, est-ce que ça peut rentrer dans ce vœu que vous êtes en train d'exprimer? J'ai l'impression que le peuple algérien, on l'a laissé, on l'a abandonné, le peuple algérien. Les élites politiques et tout l'ont abandonné. Ils boycottent pour des raisons qui sont les siennes, qu'on comprend, facile à comprendre. Ça vient d'être rappelé un petit peu. On est traumatisé par ce qui s'est passé. On ne croit pas au régime en place, on ne croit pas aux élections, etc. On comprend pourquoi les gens ils boycottent. Nous sommes tous boycotteurs, en fait. Qu'est-ce que je vais aller voter pour quelqu'un alors que c'est le service de renseignement qui décide? Par contre, le peuple algérien, je te dis, on l'a abandonné. On ne lui propose pas d'alternative sérieuse. Et selon nous, l'alternative, c'est un compromis politique. C'est-à-dire qu'on se met tous autour d'une table, en dehors de ce que contrôle le régime, parce que le régime, il va mettre les bâtons dans les roues. Il ne laissera jamais faire. La dictature ne laissera jamais faire. Il faut que les élites soient conscientes de ça et être à la hauteur pour empêcher ce type de problème. Et donc se mettre autour d'une table, mettre en place un programme qui va nous mener vers la sortie de la dictature, comme l'ont fait les Tunisiens, comme l'ont fait les Égyptiens avant que le coup d'État n'intervienne, et comme devraient le faire tous les pays de la région, comme essayent de le faire les peuples de la région. Badreddine Guerfa, dernière intervention sur le sujet avant qu'on ne change donc de thème. D'abord, je remercie Mme Bouraoui parce que c'est un petit peu qu'elle m'excuse, c'est un petit peu le poire de ce débat. Elle me fait sourire, c'est gentil, c'est bien. Bon, maintenant, elle a le syndrome du fils. C'est comme ça. La religion, elle doit comprendre, la religion, il y a le côté entre l'homme et le bon Dieu, Allah, Rabbi, mais le projet politique, c'est autre chose. Mais elle a le droit d'avoir ses idées, mais elle ne doit pas imposer ses idées au peuple algérien. C'est au peuple algérien de décider du projet ou des projets qui vont gouverner ce peuple, qui vont mener cette Pâque de l'Algérie vers, Inch'Allah, la paix et le progrès. Donc, entendons-nous bien. Donc, maintenant, quand elle parle de la jeunesse et la violence qu'il y a eu, je rappelle à Mme Bouraoui et aux autres que le FFS, qui n'a pas été élu après l'indépendance, avec beaucoup d'Algériens, ont pris les armes, il y a eu des morts. Est-ce que ça c'est du terrorisme ou quoi? Alors que le fils, il a été prédiqué 2 fois par les Algériens, et on voit ce qui est arrivé à la fin. Soyons sérieux. Encore une fois, je dis et je redis, vous pouvez lire tous les communiqués du fils. Le fils appelle toujours les Algériens à travailler ensemble pour sortir de cette crise. Maintenant, s'ils ne veulent pas, si ces forces politiques ou ces personnes politiques ne veulent pas, c'est leur problème. Un jour viendra où cette jeunesse meurtrie prendra sa décision. Je ne sais pas comment, mais elle prendra sa décision parce que cette jeunesse, hommes et femmes, cette jeunesse, elle a le droit de vivre, d'étudier, de progresser, d'avoir des vacances, de voyager, de s'épanouir, de s'émanciper. Il ne faut pas que cette jeunesse reste dans
cette Algérie meurtrie. Les Algériens, les jeunes Algériens ne doivent pas mourir en Méditerranée ou finir leur vie dans les prisons de Grèce. Ces jeunes ont le droit de vivre. Madame Bouraoui, etc. Laissons la place à cette jeunesse. Maintenant, laissez-nous la place. Oui, on laisse la place. Je vous la donne. Je vous la donne. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble pour laisser cette jeunesse rêver au moins comme on rêvait en 70. Nous, on rêvait en 70. Et pour votre gouvernement, moi aussi, on est victimes. On a été victimes. Moi, je suis informaticien. J'ai fait des études à l'école supérieure d'informatique à Osmar. Maintenant, ma seule faute, c'est d'avoir été militant dans un parti qui est le fils qui a gagné les élections. Je me suis retrouvé en prison de concentration, les camps de concentration. Maintenant, je me retrouve avec une allocation de retraite avec 7800 dinars, madame. Oui. Moi aussi, je suis victime, ma famille, et des dizaines de milliers d'Algériens, que ce soit les enfants de policiers, de soldats, d'islamistes, l'Algérie est dans le fond du gouffre. On a dit, on dit comme un meilleur, dans tous les pays du monde, quand on arrive en bas, on remonte en Algérie, on creuse. Voulez-vous qu'on creuse encore? Soyons sérieux, donnons la chance aux Algériens, travaillons ensemble pour faire sortir l'Algérie de cette crise. C'est mon dernier mot. Merci Badreddine Guerfa, merci d'avoir participé avec nous donc, sur ce thème du communiqué du fils et du boycott, encore que nous n'avons pas vraiment parlé du boycott. Nous allons passer au dernier sujet de cette rétro-info. Affaire de l'assassinat d'Alim Sili, la justice européenne bientôt saisie par Razlaoui Samir. Nous n'arrivons pas à joindre notre ami Ali Aïdjoudi qui devait donc intervenir sur ce sujet. Nous allons donc le faire nous-mêmes. Alors, Azdine Zahlani. Oui, à propos de cet assassinat politique, je voulais... Donc nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Le 30e anniversaire. Le 30e anniversaire. Bon, la première chose à dire... Il vient de nous rejoindre, mais je vous en prie, poursuivez. Oui, la première chose à dire, ce n'est pas le seul assassinat politique. L'Algérie, avant l'indépendance et après l'indépendance, a vu plusieurs assassinats, y compris de grandes personnalités, comme Karim Belkacem par exemple, Khider, etc., des novembristes, oui. Donc, qui ont été assassinés dans des conditions atroces. Par ce même régime. Par ce même régime. Mais tout récemment, tout simplement, on peut citer des assassinats qui sont restés encore... non élucidés. Non élucidés. Je cite le fils de Ben Boulid, Abdouhab, qui est mort dans des conditions très louches. La veille du 1er novembre, oui, oui. Le secrétaire général de l'UJTA, Abdelhaq Hamouda. Je cite aussi Qasdim Erbah, l'ancien patron des services et un président du parti politique. Je cite aussi au hasard Rabah Kbir, qui a été assassiné dans des conditions... Rabah Kbir Non, Hachani. Abdelkader Hachani, pardon. Abdelkader Hachani qui a été assassiné aussi, dans des conditions qui restent encore. Il y a aussi Belkaïd, Boubacar Belkaïd, qui a été assassiné aussi dans des conditions qui restent toujours... Et de nombreuses personnalités. De nombreuses personnalités. Parmi elles, M. Messili. Ce qu'il y a de particulier par rapport à M. Messili, c'est qu'à l'instar de Ben Barka, il a été assassiné sur le territoire français. Oui. Et là, c'est la justice française qui doit être interpellée, et elle l'est. Et son assassin avait été exfiltré, semble-t-il, par Pasqua, c'est pas semble-t-il, c'est sûr, M. Omalou. Il a été exfiltré par M. Pasqua, remis aux autorités algériennes, soi-disant pour le juger en Algérie. Il a été reçu avec le tapis rouge, on lui a acheté une villa, on lui a offert de l'argent. Il vit comme un nabab. Je crois que jusqu'à présent, il vit comme un nabab, il lui manque de rien. Il y a une chose à rajouter, c'est qu'à l'époque, Messili, en quoi constituait le danger qu'il constituait M. Messili, c'est qu'il avait tenté à l'époque, déjà avant 88, de faire se rencontrer, de rassembler deux personnalités de l'opposition historiques, en l'occurrence Saïd Ahmed et Ben Bella, pour former un front, n'est-ce pas, d'opposition au régime. Et là, il s'est désigné à l'assassinat politique de lui-même. Semble-t-il. Ali Aïdjoudi, vous êtes avec nous. Vous vouliez dire donc quelques mots en hommage à Ali Msili. Oui, Zoul, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas, merci, si j'ai bien écouté, c'est Asdine, donc, qui est sur le plateau.
Oui, oui, votre ami Azdin Zalani. Ah, ben oui, que je salue, je pense qu'il a bien résumé la situation. Oui. Donc, si vous voulez rendre un hommage à Alim Sili, puis vous deviez nous parler un peu de l'affaire Fakhar Kamaldin pour l'occasion. Oui, en tout cas, pour ce qui est d'Alim Sili, je pense que notre ami Azdin a bien détaillé un petit peu le... Mais sauf que c'est une affaire d'État, c'est un crime d'État, tous les crimes tels que Boudiaf, tels que Kennedy, tels que... Voilà, donc c'est pas facile de d'élucider un crime d'État. Parce qu'il y a des États qui sont complices dans l'assassinat d'Alim Sili. Alim Sili a payé le prix de... tout d'abord, il faut parler un petit peu, il faut rappeler que Alim Sili avait réuni en 1978 ou 1979 les futurs acteurs de 1980. Donc, au cours d'un stage à Paris. Donc, il était un chef d'orchestre des événements de 80. Donc, tous les acteurs de 80, ceux qui ont assisté à cette fameuse rencontre à Paris, ont déjà parlé. Il a même pris en charge un enregistrement d'une cassette de Farhad Mehnia. Donc, pour dire qu'un petit peu, Alim Sili était à l'écoute des revendications de la société, des besoins de la société, des revendications culturelles, socioculturelles, politiques. Il a aussi payé le prix du rapprochement entre Aït Ahmed et Ben Bella. Donc, j'ai bien écouté. Donc, l'assassin, il mène une belle vie. Il a été récompensé. Et moi, ce qui me désole, c'est que beaucoup de gens qu'on doit interpeller, des formations politiques, des gens qui sont liés directement à Alim Sili, se sont eus, donc, je ne sais pas, pour des besoins, ils ne revendiquent plus Moi, ce qui me désole aussi, c'est que même les députés du FFS, quand François Hollande s'est déplacé pour une allocution à l'Assemblée nationale, au Parlement algérien, donc, y compris les députés du FFS, ils sont présentés, ils ont applaudi le discours de Hollande, sans même revendiquer la vérité sur l'assassinat d'Alim Sili. Même pas embarrassable. Donc, ça me désole que le FFS se contente de se présenter le jour J au cimetière de Père-Lachaise. C'est pas ce qu'on attend d'un parti politique, d'une formation politique qui a des députés, des sénateurs, c'est de peser sur l'échiquier, d'abord, pour revendiquer réellement une vraie enquête. Parce que le pouvoir français, complice du pouvoir algérien, font tout pour étouffer cette affaire, y compris la justice française. Allez, Jody, Oui, restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment pour vous donner la parole pour nous parler de l'affaire Fakhar Kamaldin. Je vais revenir, dernier tour de table. Amira Bouraoui, pourquoi l'affaire Alim Sili est seulement l'affaire du FFS, alors que c'est un héros national qui se battait pour l'Algérie, se battait pas pour le FFS. Je ne pense pas que ce soit que l'affaire du FFS. Personne ne s'en occupe, à part le FFS. Chaque année... Et encore même le FFS s'en occupe de façon un peu formelle, j'allais dire. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a effectivement une hypocrisie entre les deux pouvoirs, français et algériens par rapport à cette histoire-là. On a voulu liquider un grand homme, c'était pas le premier. On a liquidé les meilleurs depuis longtemps. Avant même 62, on a commencé très tôt avec Aben, si on se met à écrire les noms de ces gens-là, voilà, c'est une liste incroyable. Et c'est l'esprit du système. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément contre nous. Et c'est des gens qui invoquent entre eux sûrement, ils ne le disent pas clairement, mais entre eux la raison d'État, pour assassiner les meilleurs d'entre nous, souvent. Donc la raison est déraisonnable. C'est bien. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, il faut mettre le doigt sur la complicité qu'il y a entre les deux régimes. De l'autre côté de la Méditerranée, on a une dictature violente et tout qu'on connaît très bien. Et on sait qu'ici en France,
30 ans plus tard, on n'arrive toujours pas, en France, la France des institutions, de la séparation des pouvoirs, comme ils disent, on n'arrive toujours pas à avancer sur une affaire comme ça. Il me semble qu'ils viennent de la classer il y a 1 an, avec un non-lieu, un truc comme ça. Donc il y a une complicité et il faut la dénoncer absolument. Ali Djoudi, vous vouliez dire un mot sur l'affaire Kamel Din Fkhar? Oui, parce qu'il se trouve que je suis en Algérie. On a initié avec des amis une pétition donc, pour interpeller un petit peu les pouvoirs publics sur la situation de Kamel Din Fkhar. Il est à son 94e jour de grève. Donc vous imaginez un petit peu la situation, la gravité plutôt de la situation. Et donc, alors, il y a pas mal d'amis, je regrette que je n'ai pas pu contacter tout le monde. Le temps est un peu, nous bouscule un petit peu. Alors, il y a eu beaucoup d'amis, d'hommes politiques, de femmes. Saïd Khalil, Mitar Debous, Saïd Jebel Khair, Farad Mohamed Al-Sqi, Hamid Al-Ayashi, Mohamed Ben Chirkou, Tariq Mira, Hirash, L'Arbi Zouamia, Lila Hadj Arab, Moussaï Tamara. Écoute, beaucoup de militants ont signé pour interpeller les pouvoirs publics sur la situation, sur la complicité surtout des pouvoirs. Et nous voyons la liste avec la photo en filigrane de Kamel Din Fkhar avec les premiers signataires en bas, dont je m'honore moi aussi de faire partie. Absolument, beaucoup de militants de tous bords, de toute région, de Canada, d'Amérique, d'Algérie, de France, un peu partout. Donc pour il y a 60 ou 70 personnalités qui ont signé pour interpeller le pouvoir. Le pouvoir n'a rien fait. Il laisse Kamel Din Fkhar crever à petit feu. Ça l'arrange, c'est à l'image de Mohamed Tamal. Bien que Kamel Din Fkhar aussi, c'est une affaire d'État, parce que je tiens à rappeler que Saïd Dani, le chef du parti majoritaire algérien, a accusé publiquement le général ou le major Toufiq, y compris le Barbula, le secrétaire général du FLN, j'ai oublié le nom, l'ancien président du Sénat, du Parlement. Ouais. Nous avons perdu Ali. Fermez l'œil sur les accusations, les propos de Saïd Dani. Donc, il donne aussi la responsabilité des émeutes, de tout ce qui s'est passé à l'Ardaya, à un seul homme, à Kamel Din Fkhar. Donc, la responsabilité du président, du Premier ministre, du ministre de la Justice, de tout le gouvernement est engagée. Merci, je suis contraint de vous interrompre malheureusement. S'il vous plaît, Jamel. Oui. On demande, c'est-à-dire on interpelle les citoyens, que ce soit en Algérie ou en France, d'allumer une bougie demain, dimanche 9 avril, à 20h, une bougie d'espoir, une bougie pour interpeller les pouvoirs publics sur leur responsabilité de tout ce qui s'est passé à Ardaya et de la situation et la sécurité de Kamel Din Fkhar. Et je vous salue, Sidi Jamel, et tous les invités. Merci beaucoup. J'espère que les Algériens entendront votre appel et qu'ils allumeront demain une bougie qu'ils déposeront au bord de leur fenêtre. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci Lia Djoudi, merci beaucoup Azdin Zalani, merci beaucoup Amira Bouraoui, merci beaucoup Badreddine Gerfa, merci beaucoup Samir Hashicha. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Qala khair, salam.